l'animateur gendarme de ce marathon. Marathon dont l'objet essentiel est d'entendre des témoignages d'entrepreneurs et des réactions de grands témoins, avec, si possible, une règle du jeu à prendre en compte, c'est-à-dire la possibilité, en dehors du témoignage de ce que vous faites, de ce que vous souhaiteriez voir changer dans le thème central de ce débat, qui est donc entreprises, associations, pouvoirs publics, comment construire ensemble des projets innovants. J'espère que Laurent Laïc et Francis Dubrac vont nous rejoindre en cours de séance, en tout cas pour ne pas perdre le peu de temps qui nous est imparti. Je vais proposer aux deux grands témoins de se présenter rapidement et puis ils interviendront en fonction de vos propres interventions, en réaction soit à leurs demandes, soit sur mes invitations. Donc on peut commencer par Véronique Morali, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bonjour tous et toutes. Donc je suis là au titre d'une association que j'ai créée, j'allais dire presque pour mes propres besoins, puisque Force Femmes est une association qui est destinée à venir en aide et travailler sur l'employabilité des femmes de plus de 45 ans au chômage. Alors je ne suis pas au chômage, mais on est toutes potentiellement ou tous en situation de précarité à un moment ou à un autre. Je ne viens pas du tout du monde de l'associatif, je viens du monde de l'entreprise. Je suis directeur général d'une société qui s'appelle Fimalac et je suis totalement dans le monde de l'entreprise, mais avec d'autres femmes, nous avons créé cette association, donc à partir de rien, sur un sujet vraiment pas du tout glamour. Ça fait à peu près 5 ans, donc autant aujourd'hui on parle des seniors, autant on n'en parlait pas tellement ou beaucoup moins. Et donc cette espèce d'ANPE privée ciblée a dû construire elle-même son modèle, donc bien sûr on va y revenir, puisqu'en effet nous avons dû construire un certain nombre de partenariats à la fois avec les pouvoirs publics et les entreprises et faire vivre un sujet. On va essayer de finir de s'installer rapidement, s'il vous plaît, pour démarrer. On a un petit quart d'heure déjà de retard, donc ce serait bien de l'emploi, de la situation que l'on économique puisse commencer tout de suite les travaux. Du fait de l'âge. Bonjour, entrepreneurs d'avenir. Donc nous sommes les preneurs de l'avenir ce matin. Alors prenons cet avenir avec nos expériences. Je suis un homme de l'entreprise. Merci. Alors tout d'abord, depuis 3 ans, j'ai la chance de diriger merci à tous WWF d'être France, si nombreux à cette commission. Équipage d'un très haut je niveau, tiens à la fois à vous dire à quel point moi je suis fier de pouvoir être avec dans vous le domaine, et bien sûr, de participer l'environnement. à Nous l'animation travaillons de ces avec travaux. les entreprises parce que Philippe Barre, je suis d'aucuns, membre du je Centre dirais, des jeunes tentent de changer le monde de l'extérieur. Nous tentons de l'intérieur parce qu'il est vraiment très important d'avoir des partenariats stratégiques, pas simplement engagés pour dans ce que cela nous apporte dans ce Parlement en tant qu'entrepreneur d'avenir, budget, et également mais porteur au Bureau national du CJD, réduire l'empreinte écologique de l'entreprise pour trouver des modèles modélisables et pour dans quelques instants, pour être tenter j'ai la charge donc d'animer un business model qui soit dupliqué, cette commission qui permette avec de transmettre les à nos entrepreneurs enfants d'avenir qui s'y sont une planète inscrits et vivante. puis les invités qui m'entourent. Nous avons 160 000 membres en France. Nous avons l'immense, j'arrive de Copenhague, poser un petit peu il y avait la conférence annuelle du WWF et nous avons la chance de bénéficier de la force d'un réseau international et chaque pays est à la fois fait partie de ce réseau international du WWF mais également est très souverain et indépendant. C'est la force de ce réseau extrêmement divers qui existe depuis 1961 et depuis 35 ans maintenant en France. Voilà, notre mot d'ordre c'est l'intransigeance positive parce que dans ce monde il faut être intransigeant si on veut influencer, si on veut malgré je dirais transcender toutes les contradictions qui affluent devant nous, autour de nous, dans cette hybridation de crise que nous vivons. Je compte sur chacun pour être attentif à cela. Notre vie de preneur de l'avenir. Le contexte. Merci beaucoup. Les deux autres grands témoins étant arrivés, peut-être Laurent Laïc nous pas suffisamment ses activités. Selon nous tous, peut-être, mais oui, bonjour à tous. D'entreprises Laurent Laïc, qui rentrent dans des démarches de responsabilité globale, de RSE, moi-même, puisque de je performance dirige globale, un groupe d'entreprises d'insertion. Et pour ces entreprises, dans le sud-est de la il y a France, la à Aubagne, difficulté par moment à faire valoir leur démarche vertueuse, leur démarche engagée.
À côté de ce métier-là, je suis aussi président de la Fédération nationale des entreprises d'insertion. Et donc, institutionnels qui se mettent en place pour reconnaître par des labels, par des référentiels, d'entreprises d'insertion qui œuvrent dans tous les métiers, qui représentent à peu près 650 entreprises en France. Et avec une spécificité, c'est que on croit fortement que le modèle de l'entreprise est un bon modèle pour mettre en œuvre une projet d'insertion, un projet social. Et à ce titre-là, on utilise la pédagogie du vrai contrat de travail avec des vrais partenaires, des vraies entreprises aussi comme clients pour permettre à des personnes éloignées de l'emploi d'accéder dans un délai le plus court possible à un emploi traditionnel dans le monde du travail, dans le vrai monde économique et social. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'un postulat qui est de dire qu'a priori, l'inemployabilité, on ne sait pas ce que ça veut dire, accueillons des personnes. Notre métier est d'accueillir des personnes éloignées de l'emploi, de les salarier dans des conditions habituelles de contrat de travail et grâce à nos partenariats et à nos clients de développer leurs compétences, leur professionnalisation pour qu'ils n'aient plus besoin à terme de nous pour s'en sortir dans leur vie tant professionnelle que personnelle. Voilà en termes de présentation. Merci Laurent. Francis Dubrac. Oui, bonjour à tous. Donc, Francis Dubrac, je suis entrepreneur de travaux publics en Seine-Saint-Denis. J'ai 215 salariés. Je suis diplômé de l'école des travaux publics et de l'école spéciale d'architecture. Je suis un enfant de la Seine-Saint-Denis, donc j'ai repris l'entreprise familiale créée en 1923. Et la Seine-Saint-Denis est un territoire d'histoire industrielle, d'histoire humaine, et qui depuis 1992, avec l'arrivée de la construction du Stade de France, a connu une révolution urbaine, mais aussi sociale. Et c'est un véritable laboratoire peut-être de la société de demain. Donc, à ce titre, en partenariat avec les élus locaux, on a beaucoup travaillé depuis 1992. On continue à travailler puisque rien n'est fini sur ce territoire et tout commence. La mission Blanc l'a encore rappelé récemment, puisque ça va être un des pôles majeurs de la création, avec un point d'étape pour faire tout le métro périphérique. Et donc j'ai une implication locale au niveau de Plaine Commune, qui est la communauté d'agglomération qui regroupe 8 villes, 325 000 habitants, et Claude Bartolone, récemment, nouveau président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, m'a confié la présidence du directoire de l'Agence de développement économique de la Seine-Saint-Denis. Merci. Vous l'avez compris, la diversité des grands témoins essaie de refléter la diversité des entrepreneurs. Les rapports entre entreprises, associations et pouvoirs publics ne peuvent plus être ce qu'ils ont été. Les choses ne sont plus aussi simples que d'un côté les gestionnaires, de l'autre ceux qui avaient des valeurs, enfin ceux qui détenaient le pouvoir des subventions. Nous ne pouvons faire les uns sans les autres. La forme juridique de nos interventions ne garantit ni notre réussite, ni nos vertus, et nous devons apprendre à travailler vraisemblablement de plus en plus proches les uns des autres. D'ailleurs, lorsqu'on vient ici et qu'on se retrouve, je me rends compte que Laurent préside une fédération à laquelle le groupe SOS appartient, que Francis Dubrac est président de Plaine Commune, dont nous sommes aussi membres par l'intermédiaire de l'usine en Seine-Saint-Denis, où nous sommes très implantés. Et évidemment, je crois que nous sommes le traiteur un peu privilégié du WWF avec notre traiteur bioéquitable. Et je vais, avant la fin de cette séance, passer un accord avec Véronique, sans parler de Generali, qui est sans doute un des acteurs historiques de l'usine, un de nos plus fidèles clients, et qui démontre que le partenariat, ça fonctionne sur le long terme. Parmi vous, un certain nombre d'entre vous ont écrit, ont fait des propositions, ont dit qu'ils souhaitaient intervenir. Je vais leur demander de respecter une règle un peu simple, présenter ce qu'ils font, la forme de leur activité, qui bien souvent sont à la confluence des trois secteurs dont on vient de parler. Et surtout, puisque c'est l'enjeu, puisque nous ferons des propositions, nous avons reçu des propositions par écrit, mais on va essayer de synthétiser les propositions de ce matin pour les présenter en plénière en fin de journée, de proposer quels pourraient être les changements qui, pour vous, amélioreraient encore la possibilité des uns et des autres de travailler ensemble différemment. Donc, pour commencer peut-être pour les interventions, ceux qui ont souhaité prendre la parole, François Marty. Allons-y.
Donc, pour dire très rapidement ce que je fais, je dirige le groupe Shenley, qui est à la fois une SCOP, entreprise d'insertion de 135 salariés, qui est leader en France sur les papiers, fournir des palettes aux papetiers, papier cal, papier rare, beau papier. Entre parenthèses, je vous le signale actuellement, ce qui marche bien en France, c'est la fourniture pour les emballer, les papiers de billets de banque. Le marché marche très très bien. À côté de ça, je fais de la maison écologique, et à côté de ça, on a un ACI qui fait jardin de cocagne, matériaux naturels, débardage à cheval en forêt, etc., etc. Ceux que ça intéresse, vous regardez le site shenley.org. Alors moi, je voulais dire deux choses. C'est que je suis complètement intéressé par l'élégance avec laquelle l'administration se retire de la complexité intelligente des dossiers. Ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé de toujours saucissonner. Et le saucissonnage nous rend absolument idiots. Idem dans le logement. Je vous donne un exemple. Quand on construit une maison en France pour 60 ans, 17% est le coût de la construction, 83% est le coût des consommations. Et en France, on essaye de faire baisser ce coût de 17%, en sachant pertinemment que les plus pauvres ne pourront pas payer les charges des logements qu'ils ont. Ben, c'est impossible de monter un dossier de logement social intelligent, puisque tout ce qui touche à la construction, le PLAI, le PLS, c'est bien encadré. Tout ce qui touche aux habitants, mais Monsieur Marty, on ne sait pas, c'est pas nous. Alors, je pense qu'on a un problème administratif, et c'est pas du tout tapé sur l'administration. J'ai été le conseiller, le chef de CAP de Guy Asquette à l'économie solidaire, donc je connais de l'intérieur comment c'est difficile de faire bouger les choses. Mais on s'est habitué à ne vouloir qu'une solution. Donc je vais aller très vite. Je dirais qu'en France, quand on travaille des familles en difficulté, il ne faut pas leur dire, bah, écoutez, pour rouler, on va vous donner une roue avant gauche, et si vous êtes sage, dans 6 mois, on vous donnera une roue arrière droit. Il faut bien souvent les 4 roues. Il faut qu'on revoie nos politiques publiques. C'est à la fois la ville, c'est à la fois l'insertion, c'est à la fois tout ça. Et c'est avec ce tout qu'on arrivera à faire bouger les choses. J'en dis pas plus. Une question sur votre chiffre, 17%, 83%, ça concerne y compris le logement social ? C'est tout le logement en France. Tout le logement en France. Validé par le CSTB. Et y compris l'individuel. Oui. Oui. Alors, je peux donner 2 chiffres hein, sur les maisons qu'on a fait. On est en train de trafiquer des choses avec Borrello depuis 9 ans. Sur les PLAI qu'on a fait, oui, parce que Borrello, vous ne le savez pas, mais avant la fin il aura travaillé avec chacun de vous. Les chiffres pour des PLAI, pour des T5, les gens se chauffent entre 80 et 130 euros par an. Il y a 40% d'économie d'électricité, c'est assez simple, il n'y a pas besoin d'expliquer. On récupère l'eau du toit pour les toilettes, ça représente 40%, et pour la machine à laver, c'est 27%. Donc vous voyez ce qui reste comme facteur d'électricité. Et comme c'est du matériau naturel, il y a moins 30% sur l'assurance, puisque c'est beaucoup moins dangereux en cas d'incendie. Or, quand vous parlez avec des familles en logement social, ces charges-là, c'est la différence entre le 23 et le 31 du mois. Moi, c'est peut-être juste sur, sans entrer sur le fond dans ce que vous dites, on a en tant qu'association qui avons démarré de rien, beaucoup hésité ou beaucoup attendu avant d'aller voir les pouvoirs publics pour essayer de faire des choses avec eux, ou leur demander des choses plus exactement, puisque en étant sur le créneau de l'emploi, quand même les pouvoirs publics ont vocation quelque part à intervenir. Et ce qui nous a quand même beaucoup freiné, c'est les process. C'est la lourdeur et la lenteur par rapport au gain ou au retour sur investissement qu'on pourrait en attendre. Par exemple, avoir une subvention de 5 000 euros et faire passer le temps de la déléguée générale d'une petite association pendant 2 semaines pour remplir des papiers, Donc ça, c'est vraiment trop lourd et pas possible. Donc, parmi les mesures concrètes à voir, et surtout dans des temps comme celui que nous connaissons, c'est vrai qu'agir sur les process et accélérer, avoir des procédures qui font que si on est vraiment dans la cible du ministère ou dans les subventions, on a quelque chose. Cela dit, nous, on a quand même des expériences positives. Le préfet à Lyon s'est saisi du dossier, nous a organisé une série de rencontres et s'est engagé à obtenir des jobs pour 35 femmes. Il y a des choses qui se passent quand même avec les pouvoirs publics, mais il faut être assez décloisonné et aussi agir sur les process. Et parlons de process, j'en profite aussi pour dire que le médiateur du crédit, René Ricol, n'est habilité à ce jour qu'à intervenir pour les entreprises, personnes morales, et que ça serait bien aussi que son spectre soit élargi aux associations en difficulté de trésorerie, parce qu'il y en a beaucoup. Ce sera évidemment noté et repris. D'autres réactions dans le monde du Laurent Laïc, l'insertion et le bâtiment, ça te dit quelque chose ?
Oui, effectivement, ça me parle, mais je crois qu'on travaille aussi ensemble sur quelques projets. Non, de façon plus sérieuse, moi je pense que on est dans une période où les choses bougent, où à la fois tout ce qui est environnemental et le social, la capacité que l'on a aussi à accompagner des gens dans leur vie personnelle et professionnelle devient aussi un enjeu environnemental. On arrivera à développer nos projets et à exister que dès lors que, on réalise avec d'autres partenaires des vrais projets, qui ne soient pas des projets plaqués ou fabriqués pour la cause. Alors moi, je fais de l'insertion, donc bien souvent, on dit, il y a l'exclusion, puis après, il y a le reste du monde. Non, l'exclusion, ça peut toucher n'importe qui, ça fait partie de la vie économique aussi d'un pays. Dans des entreprises dites traditionnelles, il y a aussi des gens en difficulté, c'est pas bon. Et que donc, dès lors qu'on arrive à développer avec des entreprises dites classiques, avec des collectivités, avec des associations, avec les pouvoirs publics, des projets de territoire intelligents, intégrant plusieurs dimensions, à ce moment-là, on arrive à développer dans le temps des vrais projets qui sont durables et qui peuvent passer, y compris les crises. Nous, on constate dans notre fédération que parce que nos dirigeants ont la capacité de discuter avec tout le monde, avec le travailleur social, avec l'élu, avec tous les partenaires que j'ai cités précédemment, finalement, en période de crise, on descend un peu moins bas que la moyenne des entreprises en France. Alors, on repartira peut-être un peu moins vite aussi, mais en tout état de cause, ça nivelle, et avec une gouvernance de nos entreprises qui est tout le temps une gouvernance partagée et où en permanence, on ne va pas examiner que les problèmes de rentabilité à court terme, mais même si effectivement il faut que nos entreprises soient équilibrées, mais on va aussi examiner la typologie des populations sur les territoires, on va examiner les problématiques nouvelles qui apparaissent en période de chômage accru, on va anticiper ces problèmes-là, et là aussi on rencontre les mêmes difficultés que certains d'entre vous avec les pouvoirs publics, où aujourd'hui le fait qu'il y ait un chômage qui augmente de façon très forte, on devrait déjà travailler à comment on va accompagner ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui en attendant qu'elles tombent dans des systèmes purs et durs d'exclusion qui coûteraient très cher à tout le monde, etc. Et là, on a toujours ces difficultés d'anticipation parce qu'on ne rentre jamais dans les bonnes cases. Un coup, on fait de l'économique, un coup, on fait du social, un coup, on est dans le développement territorial, et chaque fois, c'est des lignes séparées, et que le décloisonnement de ces lignes et de ces services permettrait, à mon sens, d'aller plus vite et de développer plus intelligemment nos structures. Les pouvoirs publics n'étant pas représentés, tant pis pour eux, ils ont pris la première salve. Mais on sait bien que tout ne vivra pas par l'intermédiaire de subventions et que la réalité de notre dispositif, c'est aussi un dispositif qui doit créer de la richesse avant de la répartir. Des formes un peu différentes sur des métiers anciens sont apparues. Sans doute que Saïd Amouche, qui a écrit, qui a participé au projet dans la salle, et pourrait nous dire un mot de ce qu'il a créé et qui fonctionne essentiellement avec et pour des entreprises, pendant que Jean-Michel s'approche d'un micro parce qu'il risque d'être le prochain. Évidemment, si vous souhaitez intervenir, vous vous manifestez, il n'y a pas un ordre établi pendant l'heure et demie qui nous est concédée. Donc Jean-Michel, tu te débrouilles pour trouver une place, et Saïd, si tu veux bien, tu utilises le micro devant toi. Bonjour à tous. En fait, j'ai monté une association qui s'appelle Mosaïque RH, et l'idée, c'était d'essayer de trouver une démarche pour pouvoir faire en sorte que les jeunes diplômés qui habitent les quartiers populaires, qui, au nom du mérite, devaient s'insérer le plus rapidement possible dans le monde professionnel, et permettre également aux entreprises qui avaient des besoins de faire en sorte de penser également à recruter sur ce segment de population qui a tendance à être plutôt discriminé. Et en fait, on s'est rendu compte dans notre démarche que la solution qu'on apportait était une solution qui se rapprochait énormément des cabinets de recrutement, sauf que les cabinets de recrutement étaient plutôt dans des logiques lucratives, c'est-à-dire qu'on place et on facture, et on sert l'intérêt du client.
et qu'on était aussi dans un rôle en fait d'accompagnateur de ces jeunes diplômés et très proche des métiers des travailleurs sociaux. Et à un moment donné, on a essayé de se réfléchir au modèle économique le plus efficace. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une partie des partenaires entreprises avec lesquels on pouvait faire des deals, avec lesquels on pouvait parler de facturation et qui pouvaient financer dans un second temps, puisque des marges étaient générées, qu'on pouvait financer les ateliers d'accompagnement. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une organisation qui fonctionne avec 70% en fait de fonds privés, 30% de fonds publics. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver de plus en plus de partenariats réussis dans ces grosses entreprises du CAC 40, de manière à pouvoir être dans des deals gagnant-gagnant. Donc on leur permet de recruter correctement des bonnes compétences sur les postes disponibles. Derrière, on arrive à placer des candidats qui n'ont pas de réseau, qui n'arrivent pas par eux-mêmes à rentrer dans le monde professionnel. Et derrière, on génère en fait une activité économique qui nous permet derrière de financer des postes pour pouvoir préparer et animer les ateliers. Donc c'est pas facile au quotidien, mais c'est vrai que c'est intéressant de développer ce type de réflexion à moyen terme, puisque ça nous permet d'être autonome sur des fonctions publiques, sur des financements publics, et ça nous permet également d'investir sur de l'innovation sans être trop en difficulté. D'accord. Donc quand on crée la richesse, on peut la répartir comme on veut, y compris sur des missions qu'on estime plus utiles que la distribution de dividendes. Il y a des entreprises qui ressemblent à ce que vient de décrire Saïd, et puis il y a des groupes qui se constituent très rapidement, qui se développent, qui deviennent très vite très importants, qui ont des statuts juridiques un peu particuliers, avec des clients qui sont essentiellement des entreprises. C'est le cas de Ciel Bleu, et peut-être que un de ses cofondateurs peut nous en dire un mot, en sachant que vous me faites toujours signe si vous souhaitez prendre la parole après ou réagir. Merci Jean-Marc. En 2 mots, le groupe Ciel Bleu, c'est un groupe associatif qui a 10 ans, qui est parti d'une association Ciel Bleu qui avait pour vocation de proposer des activités physiques et de prévention en direction des personnes à la retraite. Ces activités se sont développées assez rapidement en direction d'autres publics, et maintenant c'est un groupe associatif où il y a différents pôles d'activités, personnes âgées, personnes handicapées et activités en entreprise. Notre objectif et notre mission, c'est proposer des activités les plus professionnelles possibles sans que le coût soit un frein, que ce soit aux personnes morales, maisons de retraite et hôpitaux. On intervient par exemple auprès de 1700 maisons de retraite et hôpitaux chaque semaine en France, mais aussi en direction des particuliers. Et donc on a créé un certain nombre de modèles économiques. Vu qu'on était inclassable en France au niveau des pouvoirs publics, donc on n'a pas de subvention, ni au niveau santé, ni au niveau action sociale, ni au niveau sport, il a fallu trouver des modèles économiques et on allait voir les acteurs qui pouvaient trouver un bénéfice à travers nos activités. Donc on allait voir les mutuelles, les caisses de retraite, les instituts de prévoyance et les assurances en général, pour leur dire voilà, on monte des programmes, je donne un exemple de prévention des chutes. Une fracture en France pour une personne de plus de 75 ans coûte à la collectivité 50 000 euros. Avec 50 000 euros, on prend 600 personnes par an, chaque semaine, en charge, une fois par semaine, voire 2 fois. Voilà. Et on a créé avec ça un certain nombre de modèles économiques qui nous permettent de correspondre à notre mission, c'est-à-dire que les personnes aient les moyens ou pas, ils peuvent avoir nos activités. Et en même temps, on s'est dit, il est possible, avec notre outil qui est l'activité physique adaptée, de toucher vraiment les entreprises, et donc on a monté une filiale commerciale qui appartient à l'association, dont les dividendes remontent à notre structure et qui intervient dans le cadre de la prévention des TMS et des accidents de travail dans le monde du travail. Pour vous donner un petit exemple, c'est des échauffements sur les chantiers du BTP en France à 6h, 6h15 pour éviter les accidents de travail. Ça a tellement eu d'effets positifs, c'est que ce qu'on a fait au niveau du BTP, on est en train de le faire au niveau industriel, au secteur tertiaire, et tout simplement ça a permis de faire des économies à l'entreprise. Le bénéficiaire a ressenti un effet très très positif au niveau de sa condition de travail et l'amélioration de la qualité de vie en général. L'ACRAM était contente dans la sécurité sociale parce qu'il y avait beaucoup moins d'accidents de travail, et les institutions de prévoyance aussi très contentes parce qu'il y a au moins d'arrêt longue maladie. Et donc grâce à ça, on a créé des modèles économiques qui nous permettent d'intervenir à grande échelle.
Et on touche en moyenne 55 000 personnes chaque semaine en France, avec 270 salariés en France. Et ce qu'on a fait en France, mais on fait la même chose dans d'autres pays, en Belgique et en Irlande bientôt, avec des modèles économiques. Et le secteur privé marchand est très partie prenante chez nous, avec des vrais joint ventures qui se créent par exemple en Belgique entre nous et une entreprise commerciale qui est basée en France et qui se développe en Belgique, et on va se développer ensemble. Voilà. Donc voilà, en résumé, ce qu'on propose. Véronique Morali souhaitait réagir. Non, juste parce que, évidemment, c'est très impressionnant et très tentant. Nous, d'autant que nous, on est sur un modèle de gratuité totale, à la fois pour les entreprises auprès desquelles on essaye de réemployer les femmes dont on s'occupe. Aujourd'hui, c'est 9000 femmes qui sont suivies. Elles sont toutes reçues par des coachs, des anciens DRH qui sont bénévoles, il y en a 150, et on a des antennes en province, une vingtaine. Mais le modèle est d'une gratuité totale, tant pour les femmes qui sont suivies, bien sûr les bénévoles apportent leur concours de façon bénévole, et pour les entreprises, on ne demande rien, quand bien même on va leur proposer des CV, elles nous envoient des postes. Et ce qui est intéressant, c'est que de vous entendre, c'est que vous avez pu développer des modèles économiques payants, alors que moi, très vite, j'ai été confrontée, on m'a tout de suite menacée, même si j'étais prête à aller au pénal ou tout ce qu'on voulait que j'aille, c'était pas le problème, mais c'était juste pour dire que tout ce qui relève de cette notion de concurrence déloyale quand on est dans le monde associatif et qu'on propose des choses qui sont à la frange de ce que proposent d'autres sociétés dans le domaine privé, à savoir les bilans de compétences, le coaching, l'accompagnement, puisqu'on fait plein d'ateliers, même le replacement, les cabinets de recrutement, etc. Donc voilà, c'est juste pour soulever ce point-là et de dire que c'est pas toujours aussi facile de s'insérer dans à tout le moins, faudrait-il pouvoir le clarifier, puisqu'on est dans la recherche de solutions concrètes et de bien dégager les espaces ou de dégager des marges de tolérance. Alors, avant de donner la parole à monsieur qui l'a demandé, deux prises de parole. La plupart de ceux qui sont ici et que je connais un peu ont choisi de créer des sociétés commerciales qui appartiennent à des associations, ce qui est le moyen le plus radical et à la fois le plus simple pour ne pas être en situation de concurrence déloyale. Donc il s'agit, c'est le cas de la quasi-totalité sous le contrôle de Laurent des entreprises d'insertion. C'est le cas des structures comme Jean-Michel qui créent une filiale commerciale pour des activités commerciales. Et donc ce qui était tout à fait saugrenu il y a une vingtaine d'années dans le monde associatif et que le groupe SOS a commencé à faire depuis très longtemps, ce qui sans doute a permis son développement, c'est très simplement d'utiliser les deux formes juridiques. Lorsqu'il s'agit d'activités commerciales, une entreprise, une SAS, une SARL ou une URL, et pour tout ce qui est plus de l'ordre du sanitaire, du social, du bénévolat, effectivement rester sur le dispositif associatif sans exclure évidemment nos camarades des coopératives, sans quoi je vais en entendre parler longtemps. Donc il y a cette réalité. Comme nous devons faire des propositions, peut-être faut-il dire que la plupart de nos partenaires européens ont déjà inventé un statut d'entreprise non lucrative. Alors je ne vous le définirai pas, d'abord parce qu'il faudrait les définir, ils sont tous différents les uns des autres. Ça fonctionne plutôt bien en Grande-Bretagne, ça fonctionne en Belgique, ça fonctionne en Allemagne. Il s'agit simplement de dire, moralisons de manière statutaire un certain nombre de comportements dans l'entreprise classique et permettons à ceux qui ont décidé de faire de l'entreprise, parce qu'effectivement ça leur paraît un bon moyen de changer le monde, de le faire selon un modèle, comme d'autres ont choisi la coopérative, qui soit à la fois clairement ancré dans le concurrentiel et qui en même temps fixe les limites de la distribution de dividendes, de la participation au capital, etc. etc. Donc nous en avons, pour ne rien vous cacher, parlé à Madame Lagarde qui n'a pas sursauté, et un certain nombre de services de Bercy réfléchissent et étudient aujourd'hui les exemples européens pour voir si quelque chose est à trouver de ce côté-là. Donc sans doute ça peut faire partie d'une des propositions, puisque pour être tout à fait clair, il y en a deux qui prennent des notes là dans la salle, parce que je ne pourrais pas faire le compte-rendu s'il n'était pas là. Donc la parole, monsieur. Bonjour, je m'appelle Philippe Guillaume et j'ai créé l'année dernière une entreprise qui développe un aide-mémoire vocal pour les personnes désorientées dans le temps et éventuellement celles qui ont des problèmes de mémoire comme les personnes en début d'Alzheimer. Alors,
tout ce que j'ai entendu là, effectivement, il y a des exemples très positifs de collaboration entre entreprises et associations. Et nous-mêmes, on travaille beaucoup avec des centres d'aide par le travail. En revanche, il y a tout un secteur associatif avec lequel on a beaucoup plus de difficultés mutuelles. Et effectivement, à cause du problème de cette dualité entre l'associatif, qui est par définition à but non lucratif, et l'entreprise, qui peut avoir besoin des associations pour ne serait-ce que de la communication, de la diffusion d'informations. Et en ce qui nous concerne, par exemple, on pourrait avoir un échange avec un financement de certaines associations. Et pourquoi pas, puisqu'on parlait de ce triangle entre les associations, les entreprises et les pouvoirs publics, si les pouvoirs publics pouvaient quelque part donner une sorte de règle du jeu ou du moins des notions d'éthique à aborder là-dedans, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai manque. Nous, on est beaucoup, je pense, dans cette salle, des toutes petites entreprises avec peu de moyens de communication. Les associations peuvent être un moyen efficace. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait que ce soit un petit peu encadré parce qu'aujourd'hui, les associations hésitent à prendre ce rôle-là pour ne pas se retrouver dans une situation effectivement de dualité entre un côté commercial et un côté associatif non lucratif. Effectivement, ceux qui estiment la subtilité en ce qui concerne le monde associatif, c'est la Direction générale des impôts. C'est-à-dire que ce sont les services fiscaux qui sont fondés à apprécier si une association est non lucrative ou pas. Leur spécificité n'étant pas les problèmes de valeur et sans doute que la réglementation étant trop imprécise, un certain nombre d'associations sont tentées de se tenir très éloignées du monde économique parce que l'ensemble de leur activité pourrait être refiscalisé. Donc très clairement, il est sans doute temps que la direction des services fiscaux envisage un peu différemment les relations entre les associations et les entreprises. Ça peut tout à fait être une proposition qu'on pourrait leur faire, d'autant plus que sur le fond, il n'y a pas de vraies difficultés à faire la part des choses. Merci. La parole était demandée puis une dame, et puis là-bas. Oui, bonjour, Charles Benoît-Sic, je suis président fondateur de l'association Le Rameau, dont la vocation est de renforcer les liens entre le secteur associatif et le monde de l'entreprise. Un constat peut-être d'abord, et puis 3 pistes de réflexion, puisque nous sommes là pour cela. Le constat, c'est que nous constatons, nous sommes toute jeune association, nous avons été créés il y a 3 ans, qu'il y a une évolution des mentalités extrêmement forte à l'heure actuelle. Et j'en veux pour preuve que nous animons l'Observatoire national des partenariats associations-entreprises, avec, et ça a été pas très simple de les mettre autour de la table, mais 26 institutions de référence qui vont du MEDEF à la CPCA, en passant par le CJD, la CGPME, Croissance Plus côté entreprise, et en passant par la CPCA, la VISE, la Fonda, et j'en oublie côté secteur associatif. Premier constat, lorsque l'on interroge les concitoyens sur le fait qu'associations et entreprises travaillent ensemble pour résoudre les problèmes de société, ils sont 86% à dire qu'il est urgent de le faire. Donc nous ne sommes plus dans les débats qui ont pu être ceux d'un temps passé où on se posait la question, est-ce que vraiment ces valeurs sont compatibles? Et je pense que c'est bien que ce soit les concitoyens qui nous le disent. Lorsqu'on interroge les grandes entreprises, plus de 80% des dirigeants des grandes entreprises de plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires reconnaissent les enjeux grandissants des relations entre associations et entreprises et plébiscitent le fait de travailler plus avec les associations. Quand on pose la même question, là vous me permettrez, puisque l'étude avec la CPCA et la VISE est encore en cours, mais les premiers chiffres qui viennent de sortir nous le confirment sur les 800 associations qui ont répondu, que les associations plébiscitent aussi ce travail. La question qui ressort, à la fois de la vision des citoyens, des entreprises, des grandes entreprises et des associations, c'est comment ? Et je pense que la vraie question aujourd'hui, elle passe du faut-il à comment peut-on faire. Vous venez de décrire des modèles qui sont des modèles intégrés, où finalement on intègre à la fois la vision économique et sociale dans un seul et même modèle, et c'est un modèle extrêmement vertueux. Mais on sait bien que ça ne représentera que 5, 10, 15%, 20%, peut-on l'espérer, à terme. Et la question, c'est donc comment est-ce qu'on favorise ces partenariats entre acteurs, associations et entreprises. 3 pistes peut-être de réflexion qui naissaient au fur et à mesure de ce que j'entendais. D'abord, la première chose, c'est le dialogue.
Moi, j'étais surpris quand j'ai créé le Rameau il y a 3 ans de constater que ces sujets sur les relations entre associations et entreprises étaient débattus côté de l'entreprise, Commission entrepreneurs, entreprises et sociétés du MEDEF ou la Commission nationale du développement durable auquel j'appartiens, à la CGPME aussi, traite de ces sujets-là. À la Fonda, à la VISE, à la CPCA, ces sujets sont traités, mais que finalement, il n'y a pas de lieu de dialogue entre acteurs pour échanger. Vous disiez tout à l'heure, les pouvoirs publics ne sont pas là, c'est dommage. Je pense que pour débattre d'un sujet en sachant comment est-ce qu'on peut faire en sorte de contribuer à favoriser les relations entre les uns et les autres, s'il n'y a pas des lieux de dialogue, de toute façon, ça ne pourra pas fonctionner. Deuxième piste de réflexion, et vous disiez à très juste titre, je partage complètement, la problématique du décloisonnement. Mais la problématique du décloisonnement, pour ça, encore faut-il favoriser l'innovation. Si nous sommes là autour de cette table, les entrepreneurs, c'est que nous avons finalement réussi à faire émerger nos solutions innovantes. Mais qu'en est-il des milliers de ceux qui ont essayé et qui n'ont pas trouvé personne pour les aider ? Et les cartons sont pleins, tant côté secteur associatif que des entrepreneurs sociaux, de cartons qui n'ont pas émergé parce qu'on ne les a pas aidés. Et on ne fait rien. Il faut arrêter de dire en France, on aide l'innovation. C'est faux, archi faux et super faux. Et surtout sur ces sujets de cloisonnement. On est extrêmement traditionnel. Et puis la troisième point, qui me semble peut-être la piste la plus intéressante, c'est que nous n'avions pas envisagé, quand on avait créé le Rameau il y a 3 ans, que la territorialité serait un impact aussi fort. Et on est très surpris de voir que, quelle que soit la taille, tant côté secteur associatif qu'entreprise, la territorialité est un élément extrêmement structurant. Et là, on arrive sur, et je boucle avec mon premier point, quelle est la vision et le diagnostic partagé du territoire entre associations, pouvoirs publics et entreprises ? Merci. Alors, sur le sujet de la territorialité, évidemment, Francis Dubrac est sans doute le mieux placé pour intervenir. C'est très gentil, mais une personnalité dans la salle. Non. Aide-toi, le ciel t'aidera. D'abord, je vais corriger juste un mot. Je ne suis pas président de Pleine Commune. Patrick Braouzek ne veut pas être content. Je suis président de Pleine Commune Promotion. Non, je vous entends parler, monsieur, et je me disais, c'est vrai que il y a beaucoup d'associations. Il y a ce problème de la relation entreprise-association est important. C'est vrai qu'on demande beaucoup en termes de subventions et que les temps qui courent actuellement, on le sait au niveau de l'État ou des collectivités territoriales, ne va pas permettre, même au niveau de l'Europe, dans les années qui viennent, on va plutôt aller vers le moins que le plus. Et donc, ma réflexion m'a amené à me remémorer les années 92, comme je vous le disais dans le préambule, où on était dans un territoire de désertification industrielle et où plus aucune entreprise ne voulait s'installer sur le territoire de la plaine, puisqu'on avait vécu 50 ans de désindustrialisation avec des conflits sociaux importants aux portes des entreprises et des élus locaux qui, sein de leur écharpe tricolore, se battaient contre le patronat. Donc, c'était pas un territoire où l'entreprise avait vraiment envie de s'installer. Alors, notre député maire, Patrick Braouzek, a pris le taureau par les cornes et a créé justement Sani Promotion. Et c'est là où, dans les propos que j'entends, on parle pas de ce... Alors, je mets un peu l'État de côté parce que l'État, on lui demande beaucoup et il peut pas grand-chose. Je garderai le trépied entreprise, collectivité territoriale et tout ce monde que vous représentez de l'insertion et de la population en demande de travail. C'est à travers cette association qu'on a pu ensemble construire ce territoire avec 1 200 000 m² de bureaux en 10 ans, avec l'arrivée de 25 000 salariés. C'est pas par hasard, c'est parce qu'il y avait vraiment des élus qui étaient devenus des représentants de commerce du territoire et des entreprises qui, avec les élus, essayaient de construire. Quand l'usine s'est installée, c'était dans un vieux bâtiment désaffecté. Quand Generali est arrivé, il n'y avait rien. Donc tout ça, il a fallu le construire, même si au départ, on nous a reproché un certain nombre de choses. Mais là, après tout, la dalle de la Défense, c'est pas fait en une journée. Il a fallu 30 ans pour le faire et le territoire est le même là. Et progressivement, on s'aperçoit que ça se construit ensemble et le marché se construit en réseau. Et je crois que c'est cette notion de réseau
qu'on a besoin de beaucoup plus travailler au niveau des territoires. C'est ensemble qu'on va créer notre marché, qu'on va créer les échanges, qu'on va créer la reconnaissance des petites TPE qui démarrent, qui ont du mal à trouver, des entreprises d'insertion qui ont du mal à trouver des marchés. Et quand on a la chance d'avoir pu construire un territoire comme on l'a fait nous, on arrive à créer ces liens et à trouver des rapports marchands entre chacun. Et ça évite justement la subvention, elle est bonne à prendre, mais on ne peut pas compter que sur elle pour y arriver. Et enfin, le paradoxe qu'on avait aussi à gérer, c'est, comme je vous l'ai dit, 25 000 nouveaux emplois qui sont arrivés, mais des emplois occupés, c'est-à-dire que les gens sont arrivés avec leur poste de travail. Et dans ce territoire de la Seine-Saint-Denis, où on a 1,5 million d'habitants sur 238 km², avec une diversité folle, issue de toute sa période industrielle, en partant des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Maghrébins, de l'Afrique subsaharienne. On a là un vivier très important de gens de bonnes compétences à tous les niveaux, avec nos 2 universités et nos écoles d'ingénieurs. Et là aussi, c'est par ce réseau, par l'appui des DRH, par les structures d'insertion qui vont repérer, indiquer, collationner toutes ces informations, qu'on va pouvoir gagner ce challenge qui, en Seine-Saint-Denis, est comme je vous l'ai dit, un beau laboratoire dans lequel on prend son pied tous les jours. Merci. Je confirme pour la prise de pied journalière. Mademoiselle, et puis après Laurent et monsieur. Oui, bonjour, Stéphanie Goujon de l'agence du Don en Nature. Alors, on travaille déjà ensemble, monsieur Borrello. Vous ne me connaissez pas, mais on vous a confié notre logistique il y a peu. Voilà, donc ce sont des débuts en tout cas prometteurs. Je suis très contente d'intervenir après l'intervention de mon voisin de gauche, puisque je crois que notre association, qui est très récente, est un exemple concret de rapprochement entre les associations et les entreprises, puisque nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une plateforme entre ces deux mondes, et on collecte des produits neufs invendus auprès de gros industriels pour les redistribuer à des associations caritatives. Donc, il faut savoir que, et c'est une aberration, il y a des millions d'euros de stocks d'invendus qui sont détruits. Et c'est des produits qui sont neufs, c'est des produits qui sont des obsolètes, des fins de série, et que les industriels n'ont pas forcément moyen de redistribuer parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser au sein des associations, parce que c'est compliqué, parce que les associations ne sont pas forcément équipées. Et donc, tous ces produits-là, qui sont complètement exploitables, eh bien, ils sont détruits. Donc, nous, on essaie de créer cette interface. Et la chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a toujours une écoute tout à fait bienveillante des industriels. Maintenant, il faut qu'on transforme cette écoute bienveillante en action et en don de produits. Donc, dans ce contexte, nous, on ne fonctionne pas avec des subventions, on fonctionne uniquement avec des fonds privés. Mais peut-être pour une fois, on pourrait faire appel au pouvoir public, non pas pour de l'argent, mais pour peut-être nous aider à créer un label ou une charte de développement durable ou de solidarité nationale, en fait, de lutte contre l'exclusion, pour toutes ces entreprises qui nous donneraient leur stock d'invendus. Et ce serait une manière de mettre une pression un peu positive sur ces potentiels donateurs. Donc, je ne sais pas si au sein des différents labels qui existent déjà, ça existe. Moi, je n'ai pas vu ça. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui existe, c'est plutôt sur l'éco-conception des produits. Ça ne traite pas tellement de la gestion de ces stocks d'invendus, mais c'est quand même très dommage, quand on a un esprit cartésien, en bon français que nous sommes, on marche sur la tête de savoir qu'il y a ces millions d'euros de produits qui sont détruits, alors qu'à côté de ça, les derniers chiffres de l'INSEE, c'est 8 millions d'exclus, c'est 8 millions de personnes qui vivent avec moins de 30 euros par jour. Donc voilà. Donc j'aurais pas donné l'impression que je fais aussi du tapinage comme ça, mais les produits, j'en cherche. On a besoin d'approvisionnement produits. Donc je lance aussi un appel à tous les entrepreneurs dans la salle. Si vous avez des stocks d'invendus, si vous savez où d'autres industriels peuvent en avoir, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, en tout cas, on offre un service aux industriels pour vraiment très vite leur répondre, très vite prendre en charge leur logistique et donc le redistribuer à des associations caritatives. On s'engage à ce que les produits ne soient pas revendus. Et voilà, donc ça, c'est normalement un cercle très vertueux et un exemple de rapprochement et de passerelle de confiance entre ces deux mondes.
Mais vous utilisez, si je puis me permettre, mais vous utilisez ces invendus pour recycler la matière première ou simplement la redistribuer? Pour la redistribuer. En fait, si vous voulez, ce qu'on récupère, c'est des fins de série, c'est la promo qui est terminée, donc il y a du 3x2, mais ils ne savent pas quoi en faire, il y a un changement de packaging, il y a des trucs aberrants, il y a des étuis, des étuis de dentifrice, on va dire. Quand ils sont un tout petit peu écornés, les hyper n'en veulent plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les mecs, ils détruisent. Les industriels, ils détruisent, alors que le produit est complètement sain à l'intérieur, il n'y a pas de date de péremption, il n'y a rien. Hein. C'est tout à fait utilisable. Mais nous sommes toujours dans la civilisation du jetable, chère madame. Voilà, oui, mais... Il faut passer à celle de durable. Justement, là, on propose un modèle un peu correctif de cette surproduction. Et, moi, je suis preneur des produits. Hein. Je vais m'inscrire auprès de l'agence en tant qu'association. Mais bien sûr. Bien, j'espère que d'autres vont être donateurs de produits dans l'assistance. Peut-être avant Laurent, parce que monsieur demande la parole depuis longtemps. Laurent, si tu veux bien, monsieur, et puis tu prends la parole. Je vous en prie. Bonjour, merci. Je m'appelle Grégory Jean, je suis le coordinateur d'une association qui est basée dans l'île d'Oléron, Charente-Maritime, qui s'appelle Roule Ma Frite 17. On récupère des huiles de friture usagées qu'on revalorise en additifs au diesel. Alors je vais faire un petit point sur la partie fiscale, parce qu'on est un peu concernés, nous, par ce genre de sujet. Je dois dire qu'aujourd'hui, dans les relations qu'on peut avoir avec les pouvoirs publics et les différents échelons, hein, c'est-à-dire l'ADRIR, au niveau régional, le MEDAT, etc., il y a clairement un double discours, c'est-à-dire qu'en off, on nous félicite, on nous dit qu'il faut aller dans ce sens-là, parce qu'on sait que c'est moins de pollution, moins de rejet d'huile. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, on récupère les huiles de friture à la sortie des restos, cantines, hôpitaux, etc., qu'on revalorise localement pour les mettre en additif au diesel. Donc il n'y a plus de rejet dans les canalisations, etc. Donc sur le principe, tout le monde est d'accord. Mais ensuite, dans la mise en œuvre, là, c'est plus compliqué, quoi. Et surtout, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ne refuse pas du tout d'être fiscalisé. Au contraire, on demande que ça. Mais par contre, il faudrait qu'on passe à un stade, alors monsieur Roux, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais un stade d'éco-fiscalisation. C'est-à-dire qu'on compte, d'un côté, tous les bénéfices qu'on engendre pour la collectivité, dans le sens où il y a moins de rejets et moins de coûts collectifs. Mais alors ça, c'est un discours, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Alors là, pareil, je lance une perche. Si vous pouvez nous aider à faire passer ça, idem dans la mesure de nos activités. C'est-à-dire que les outils comptables qu'on a à disposition, comme tout le monde, hein, sont très bien, mais il y a au bas mot entre 40 et 50% de ce qu'on fait qu'on ne peut pas retranscrire. Parce que c'est l'effet de l'entraînement. Nous, on travaille beaucoup avec l'hôtellerie de plein air. Sur Oléron, on est 30 000 l'hiver, 300 000 l'été. Chaque jour, les campings l'été, c'est 50 tonnes de déchets, de base. Et on se rend compte que par emplacement, pour des raisons X, Y, Z, il n'y a pas de politique de tri qui sont faites parce que les gens sont en vacances, etc. Donc nous, on bosse avec ces gens-là et chaque année, on améliore les retours. Mais ça, on ne peut pas le comptabiliser parce que c'est l'effet d'entraînement. Mais pourtant, au final, le bénéfice, en plus, on a une île, c'est un écosystème, c'est facile de voir ce qui rentre, voir ce qui sort. Un bénéfice global pour tout le monde. Donc là, alors, si on peut bosser ensemble avec le VVF, moi je viens de Greenpeace en plus, donc on pourra... Mais je suis aussi adhérent à Greenpeace. Bon, très bien. Avec grand plaisir, parce que là, il y a un vrai boulot, enfin nous, de notre point de vue, hein, c'est ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on va passer en SKIC d'ailleurs, à l'automne, là, pour avoir plus de poids là-dessus, parce que là, il faut vraiment qu'on mette en œuvre pour de vrai de nouveaux outils comptables, sinon on s'en sortira pas, quoi. Et le dernier point, alors, monsieur Laïc, je crois que vous êtes l'éditeur, vous travaillez également sur le monde du déchet. Alors, excusez, c'est un peu de la petite cuisine interne, hein. Il y a aussi aujourd'hui en France une nomenclature du déchet à 3 chiffres qui doit passer à 4 chiffres pour être beaucoup plus fine. Nous, avec les huiles, on est principalement concernés. Pour info, les gens du MEDAT ont envoyé une note au préfet de région le 8 juillet 2008. Elle n'a toujours pas été validée par l'organisme de gestion des installations classées et potentiellement ça va passer au Conseil d'État en décembre. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres infos, moi c'est celle que j'ai. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des gisements d'emplois énormes, parce que le recyclage de proximité, la création de valeur locale en termes de bilan environnemental, etc., tout le monde est d'accord. Et aujourd'hui on est coincé, sachant qu'en plus au niveau européen on peut le faire, pas au niveau national, ce qui est un peu particulier. Et donc si, pareil, là je vous tends une autre perche aussi, si on peut faire un petit peu de lobbying là-dessus pour faire adopter cette nouvelle nomenclature déchets plus vite, parce que là vraiment on est coincé, quoi. Voilà, merci. Merci Laurent, et puis ensuite monsieur et au fond. Oui, moi je voulais juste apporter une contribution par rapport à l'histoire des entreprises d'insertion et de ce qu'on a fait depuis les 20 dernières années. Parce que j'ai entendu parler de concurrence déloyale, j'entends parler d'associations, d'entreprises. Certaines disent aussi des associations sous forme
des entreprises sous forme associative, etc. Moi, je pense que le statut juridique de nos différentes structures, peu importe, c'est pas avec un statut juridique qu'on affirme une position politique, qu'on met un sens dans nos métiers, etc. Quand on a commencé, moi dans le BTP, une entreprise de bâtiment, on nous a dit « Ah mais monsieur, vous vous invitez dans un monde qui n'est pas le vôtre, vous touchez des subventions publiques, vous faites de la concurrence déloyale, et donc la Fédération du bâtiment, la CAPEB, avec qui on travaille très bien maintenant, il y a une dizaine d'années, même un peu avant, une quinzaine d'années, étaient des fervents opposants à ce que l'on développait. Alors il faut savoir que dans une entreprise d'insertion, sur la totalité des produits d'exploitation que l'on touche, c'est entre 15 et 20% de financement public que l'on a, qui est en fait une vraie prestation pour le compte de l'État, puisque ça nous paye le turnover plus important qu'on a dans nos entreprises, en termes de salariés, puisque notre métier c'est de faire des sas à l'emploi. Le manque de productivité des salariés au démarrage de leur contrat de travail, et donc l'encadrement accru, technique, et les compétences accrues qu'on doit avoir au sein de l'entreprise pour pouvoir exercer correctement notre métier. Donc, en fait, cette subvention-là, elle rémunère bien un service. Alors, ça s'appelle une prestation de service, ça s'appelle une subvention, bon, peu importe le nom qu'on utilise, mais c'est bien la rémunération d'un service. Donc, on est parti à la fois dans un aspect explicatif auprès des fédérations, en ayant toujours la même démarche, la démarche de l'entrepreneur. Ici, on parle d'entrepreneurs d'avenir. À d'autres endroits, c'est des entrepreneurs sociaux. Dans d'autres endroits, c'est des entrepreneurs tout court. Mais un entrepreneur, au final, c'est quelqu'un qui a une idée, qui a envie de la mettre en œuvre avec des gens et qui a envie aussi et qui aime le risque. Bon, et donc, qui se trouve toujours un petit peu en déséquilibre et en avance à la fois sur la loi, sur les pouvoirs publics. Si on attendait les pouvoirs publics, nous, dans notre secteur, c'est pas les pouvoirs publics qui ont fait l'insertion. C'est bien des précurseurs qui, à un moment donné, dans des travailleurs sociaux qui se disaient on n'y arrivera pas si on ne trouve pas d'emploi pour des personnes en difficulté d'emploi, et donc qui se sont mis hors la loi au départ, en développant des entreprises sous forme associative, ce qui était impossible à l'époque, avec les entreprises intermédiaires, etc. Et c'est bien parce qu'il y a eu des gens qui ont été des précurseurs que la loi après a suivi. Et donc, j'en veux pour exemple le dernier accord qu'on vient de signer. On vient de signer un accord avec le MEDEF, alors avec tout ce que ça peut représenter derrière, qui est un accord qui prévoit plusieurs volets, mais notamment un développement des entreprises d'insertion. Donc on a 10% de postes supplémentaires accompagnés par l'État qui vont être créés dans le cadre de cet accord avec le MEDEF, et dans lequel on dit essayons de développer des partenariats visant à augmenter le nombre d'emplois d'insertion en France et le nombre de sorties positives de ces emplois dans les entreprises françaises. Essayons de voir comment techniquement sur les chantiers, sur les marchés que l'on a, on peut trouver des coopérations qui peuvent même aller jusqu'à des associations. J'ai entendu parler de joint venture un peu auparavant. Dans les cadres des entreprises d'insertion, c'est des pratiques qui sont de plus en plus courantes. Et puis troisième volet de cet accord, c'est de dire créons un comité de pilotage, on verra bien comment on l'appellera, où on échange, où on débat sur le sens, sur le fond, pour que demain, quand la reprise sera là, on soit capable de répondre à la problématique des premiers niveaux de qualification en France. Bon. Alors les entreprises d'insertion, c'est tout petit, c'est confidentiel, etc. Mais pour autant, on arrive à signer ce type d'accord. Pour autant, y compris en période de crise, on fait ces 1500 emplois supplémentaires, on les fait aujourd'hui. Alors il y a des secteurs en crise, certes, mais nous, on les fait. Et que donc, finalement, quand je regarde le rôle de l'État et de la subvention publique dans ce contexte-là, ça a été un rôle, certes, de facilitateur, mais d'accompagnateur. Mais à partir d'une volonté, d'une détermination sans faille, où il a fallu se battre pendant plusieurs mois en expliquant que oui, on allait arriver à le faire. Bon. Et donc, du coup, c'est peut-être aussi ce message-là dans notre secteur, qui est un secteur un peu à part, entre l'économique et le social, avec des fondamentaux forts, avec un sens. On s'interroge toujours sur ce que les autres peuvent apporter ou nous apporter. Quel est le cadre juridique qui va pouvoir encadrer ou nous protéger. Moi, je pense que la démarche est aussi de dire, prenons la place, faisons les choses. Trompons-nous, on a le droit de se tromper aussi. Battons-nous avec les services fiscaux quand il faut le faire. À titre personnel, je le fais tous les jours. Et puis on voit que les choses avancent. Mais personne ne va nous inviter à prendre cette place. Il faut qu'on la prenne par nous-mêmes, quoi. Et dans le secteur du déchet, les entreprises d'insertion, il y a une dizaine d'années, étaient le supplétif des grands groupes. C'est-à-dire que c'était de la main-d'œuvre pas chère pour des groupes comme Veolia, etc. Aujourd'hui, on est véritablement dans des associations.
où il y a des centres de tri entiers qui sont gérés par des entreprises d'insertion ou des parties de centres de tri gérées par des associations aux côtés de ces majors du déchet qui reconnaissent la compétence de l'entreprise d'insertion comme acteur des premiers niveaux de qualification, acteur social et acteur économique. Merci voilà. Laurent de cette intervention complète, mais il y a 4 demandes d'intervention, donc à peu près dans l'ordre, pardonnez-moi, je crois que c'est vous monsieur, et puis c'est là-bas, il y en a 2 ou 3 dans le fond. Oui, bonjour, Patrick Reinhardt, je suis architecte à Vaux-en-Velin, donc à côté de Lyon, et depuis 3 années, je travaille sur un nouveau concept de résidence innovante, parce que je constate que effectivement on produit énormément de logements en France, mais la demande de mes maîtres d'ouvrage, c'est normalement de faire des boîtes en quelque sorte, avec des surfaces extrêmement précises, avec des parties communes extrêmement précises, etc. Et comme disait monsieur Chandler tout à l'heure, effectivement, une résidence, ou un habitat ou un logement, ça consomme énormément, mais en même temps, ça devrait avoir beaucoup plus de rapport avec les autres logements autour. Donc, mon concept s'appelle réciprocité et est basé sur l'intégration d'une richesse énorme, complètement sous-exploitée en France, c'est le voisinage. Comment faire en sorte qu'on puisse vivre mieux en courant un peu moins toute la journée? J'ai perdu une collaboratrice excellente qui a dit avec la nounou, j'arrive plus, il faut que je cours, etc. pour récupérer mon enfant. Donc je préfère ne pas travailler, rester à la maison et m'occuper de mon enfant. Donc c'est très dommage. Donc réciprocité, c'est un nouveau concept donc d'une résidence autour de 50 logements prévu plutôt pour du périurbain ou du rurbain. Parce que le problème en France, c'est pas seulement celui des villes, c'est aussi des zones légèrement urbanisées, souvent effectivement sur la campagne, où il y a où les jeunes doivent partir parce qu'ils ne trouvent plus les services et il ne reste que les vieux. Voilà, donc mes résidences sont donc construites de façon extrêmement économique au niveau de l'entretien, au niveau de l'énergie, etc. Et le plus de cette opération, de ces résidences, c'est qu'on fait un peu comme dans les clubs med. On a un animateur qui est en charge de faire en sorte que les gens s'entraident à l'intérieur de la résidence. Donc 50 logements, c'est suffisamment grand pour ne pas se marcher sur les pieds et suffisamment petit pour se connaître. Et donc cet animateur fait en sorte qu'à l'intérieur de la résidence, qui a la taille humaine, donc rez-de-chaussée plus un étage ou 2 maximum, qu'à l'intérieur de la résidence, il y a des clubs qui surgissent, le club des bricoleurs, le club des jardiniers, de la garde d'enfants, etc. Alors, un exemple tout simple, dans la ville, quand il faut changer une ampoule, ça coûte 100 €. Entre les coups de fil au syndic, etc. Ici, c'est juste un geste fait par le club qui est animé et donc entretenu par cette ex-Club Med. Vous savez bien, ce sont des jeunes qui sont là dans les vacances, dans les villages de vacances, et qui font que les grincheux, après 2 jours, fassent le guignol. Or après, on dit « Oh, c'était super bien, on a passé de bonnes vacances », et on revient à Paris ou ailleurs, et puis il n'y a plus rien. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là, ça s'appelle réciprocité. Merci de ce témoignage. Donc, objectivement, je crois que c'est monsieur à droite au fond, puis vous, puis devant. Voilà. Il faut appuyer sur le truc. Merci. Je suis Bernard Beck, je suis cofondateur d'une association qui s'appelle Développement Solidaire, qui est une association d'intérêt général. Et je crois qu'elle peut apporter une partie de réponse à la problématique exposée par le président de l'association Le Rameau sur le comment créer des partenariats entreprises-associations. L'État aujourd'hui propose un dispositif fiscal notamment qui relève du mécénat, qui permet à des entreprises donc, qui font des apports à des associations ou des organisations d'intérêt général de déduire de leurs bénéfices jusqu'à 60-80% de leurs apports, donc des bénéfices. Lorsque, par exemple, une entreprise apporte 10 000 €, elle peut déduire 60 000 francs directement de ses bénéfices si l'association bénéficiaire est d'intérêt général, et jusqu'à 25% sous forme de diverses valorisations.
Notre association donc tente de valoriser ce type de partenariat et aussi de valoriser ce qu'on appelle le mécénat de compétences, c'est-à-dire en fait permettre à des entreprises d'aller apporter une compétence à une association pour lequel cette association en fait aurait fait une demande de subvention éventuelle. Donc l'idée c'est de substituer à des demandes d'argent d'associations, la plupart du temps c'est ce qu'elles font, c'est de faire comprendre aux associations que le but qu'elles recherchent à atteindre à travers cette subvention, on peut lui substituer un apport en compétences qui serait là fourni par une entreprise. Et cette entreprise elle-même retrouverait ses petits, en quelque sorte, en faisant une valorisation fiscale. Deux avantages, en fait. Donc, d'une part, l'avantage fiscal. Au niveau des personnes qui seraient déléguées en tant que personnes compétentes pour remplir la mission de l'association, cette personne peut valoriser aussi cette expérience à travers un dispositif qui s'appelle le passeport bénévole, puisque cette personne interviendrait bien sûr au niveau de l'association en tant que volontaire, en tant que bénévole. Cette personne peut valoriser son expérience donc, dans ce qui s'appelle le passeport bénévole, qui est aujourd'hui promu par le Pôle emploi, l'AFPA, un certain nombre d'organismes en fait, d'insertion. Donc en fait, on fait une pierre deux coups. L'entreprise y trouve manière à valoriser, ça ne lui coûte pas beaucoup d'argent en fait. Le bénévole qui intervient au titre du mécénat de l'entreprise, donc qui est délégué sur son temps de travail par l'entreprise, peut valoriser son expérience. Et troisième bénéficiaire, c'est l'association qui peut éventuellement valoriser ses fonds propres en disant, ben voilà, si moi j'ai eu un apport en compétences par une entreprise qui est de l'ordre de, je sais pas, une prestation informatique, une prestation de communication, une prestation comptable, une expertise juridique, enfin tout ce dont une association peut avoir besoin, elle peut valoriser cet apport d'entreprise dans son bilan. Et ce qui lui permet, en fait, en valorisant ses fonds propres, de demander éventuellement des subventions supérieures, et ça lui facilitera la tâche auprès des organisations publiques. Donc voilà, ce sont des dispositifs que l'on essaye de favoriser à travers l'association. Toutes les informations sont accessibles par des plateformes Web 2.0 qui font un peu jouer ces acteurs, entreprises, associations, bénéficiaires, et les institutions de l'État également, puisqu'en fait le mécénat peut s'appliquer dans le domaine environnemental, dans le domaine culturel, dans le domaine aussi de l'insertion, de l'entrepreneuriat social. Donc nous avons créé des plateformes Web 2.0 qui mettent en jeu l'ensemble de ces acteurs, qui sont accessibles à travers un site qui s'appelle www.mobi.org. Mobi s'écrivant M-O-B-2-E, donc www.mob2e.org. Donc voilà, c'est un dispositif, je crois, qu'il ne faut pas négliger. Merci de ces informations. N'oubliez pas que si vous avez des propositions à faire pour améliorer le système, c'est ce qui est censé constituer la fin de votre intervention. Si c'est bien, il faut sans doute l'amplifier. Une autre intervention à votre droite? Non, d'abord au fond, puis vous, puis mademoiselle devant. Voilà. Bonjour, monsieur Borrello. Nous ne travaillons pas encore ensemble, mais ça va peut-être venir. Je m'appelle Charles Vanek, je suis entrepreneur et j'ai créé il y a 3 ans, en partenariat avec le Sénat, un trophée qui s'appelle les Espoirs du Management et qui a pour objectif d'identifier et de récompenser des initiatives managériales apportant à la fois un bénéfice économique et un bénéfice pour les salariés. Juste une proposition. Nous avons identifié cette année une mission locale dans le pays salonnais, qui a monté un système de parrainage entre des jeunes retraités et des managers encore en activité. Et les résultats sont absolument formidables localement. Donc la proposition que je fais, c'est de vous rapprocher soit des associations qui sont proches de vos territoires, soit des missions locales qui sont proches également de vos lieux de travail. Et pour celles et ceux qui ont coché la petite case sur le dossier « Je suis entrepreneur d'avenir », d'accepter le principe d'être parrain et de donner un petit peu de temps à un jeune quand on sait que 70% des jobs se trouvent par le réseau et que nous avons tous ici présents la chance d'avoir un réseau. Je voulais simplement vous proposer de parrainer en fonction de votre temps, via ces réseaux, un jeune et lui permettre d'avoir un réseau et d'avoir peut-être un job. Voilà, merci beaucoup. Merci. Nous avançons
C'est vous, monsieur, et puis mademoiselle devant. Oui, Société d'Ageti. Je n'étais pas du tout venu ici pour les associations, mais parce que notre société a indirectement déposé des brevets pour le recyclage de l'eau urbaine, industrielle ou les développements de nouvelles énergies par l'intermédiaire de microalgues. Mais à titre privé, on a créé une fondation qui a créé une maison d'accueil temporaire pour les handicapés. Mon idée, pourquoi ne mettons pas un site où toutes les personnes ici, tous les autres pourraient dire j'ai un problème, qu'est-ce qui peut m'aider à le solutionner? Ou j'ai fait telle chose, qu'est-ce que ça intéresse? Parce que quand on ne parle pas aux gens, on ne s'aperçoit pas qu'il y a des tas de choses qui ont déjà été faites. Je vais vous donner une seule idée. En plus de ça, nous organisons dans 15 jours un Open de golf. Ça n'a rien à voir avec les associations, mais on va avoir un site handicapé. Sur le site handicapé, il y aura un fauteuil spécial qui permet aux handicapés de jouer au golf. Et il y aura en plus quelque chose qui peut intéresser monsieur qui est architecte. Il y aura exposé une porte pour personnes à mobilité réduite qui a gagné un prix au concours Lépine il y a 3 semaines. Donc je pense que le fait de parler, le fait de se parler peut faire avancer les choses. Et si on peut créer ce site pour que chacun dise, bon, j'ai un problème avec les pouvoirs publics ou globalement, qu'est-ce qui peut m'aider? Je pense que ça va aller beaucoup plus vite. D'accord, merci. Alors nous, mademoiselle et puis monsieur. Oui, bonjour. Donc, je suis Nathalie Fressard. Moi, j'ai créé l'association Plantes et Planète, qui est une association environnementale. Donc moi, je voulais aborder le sujet des indicateurs de réussite du partenariat. C'est-à-dire que bien souvent, si on veut monter un partenariat, l'entreprise demande, et le retour sur investissement. Alors ça, c'est le grand mot, retour sur investissement. Et quand on est une petite association, on a beaucoup de choses à proposer en échange, on n'a pas forcément les capacités d'aller calculer exactement le retour sur investissement. Donc en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à promouvoir des indicateurs de réussite qui sont un peu différents. Alors il y en a un qui nous vient des États-Unis, je travaillais dans le marketing sportif avant, c'est le retour sur objectif. Donc le retour sur objectif qui paraît beaucoup plus cohérent quand on est sur du domaine social, environnemental ou autre, par rapport aux objectifs de l'entreprise. Est-ce que d'être partenaire, c'est pour développer sa notoriété? Est-ce que c'est pour développer l'image de l'entreprise? Donc ça paraît beaucoup plus cohérent comme indicateur de réussite que le retour sur investissement. Malheureusement, c'est encore le retour sur investissement qu'on nous demande, même dans le cadre d'un mécénat, même alors qu'on n'est pas censé le demander, mais bon, tout le monde le sait bien, l'entreprise cherche un retour sur investissement. Donc voilà, moi, ma proposition, c'est d'essayer de commencer à changer un peu les mentalités aussi en termes d'indicateurs de réussite du partenariat. Voilà. D'accord. Alors, toujours dans l'ordre, si possible. C'est vous, monsieur? Oui, merci. Bonjour. Martin Bouvier. En fait, je suis producteur. J'ai monté ma société il y a 2 ans. Donc, oui, je suis entrepreneur d'avenir. Non, c'est pas encore la success story. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que dans cette salle, on aurait déjà tous réussi. Et moi, en tout cas, typiquement pour parler de ce que je fais, ça fait 1 an et demi que j'ai écrit, développé, produit une série. Une mini-série de petits programmes à destination du grand public pour sensibiliser de manière ludique autour du développement durable et justement contribuer juste simplement à faire changer un certain nombre de fondamentaux pour que les jeunes, les plus petits, quand ils seront à notre place dans 20 ans, là, ils aient compris mieux les choses et que le politique, dans 20 ans, gère peut-être mieux les choses que le politique ne l'a géré jusqu'à présent. Je suis très étonné de ne pas avoir des gens des pouvoirs publics. Quand on a une thématique comme celle de cette commission, je trouve ça hyper cavalier, déjà. Je suis ravi et j'apprends plein de choses sur le milieu associatif, mais au niveau des entreprises, j'aimerais pas qu'il y ait l'opposition asso non lucrative. L'entreprise est forcément lucrative. Oui, moi j'ai monté une société pour gagner de l'argent, pour avancer, mais j'ai pour ambition d'essayer de merger les deux choses. C'est-à-dire gagner de l'argent, mais aussi aller dans le bon sens. Donc pourquoi réfléchir? Oui, pourquoi pas à des entreprises non lucratives, mais pourquoi pas essayer aussi d'associer mieux et de se parler en effet avec les entreprises en place. Typiquement, mon projet a le soutien du MEDAT, le haut patronage. J'ai rencontré 2 fois le conseiller en com de Borloo, très bien. J'ai rencontré beaucoup d'annonceurs, beaucoup de diffuseurs. J'ai suivi les travaux du Grenelle de l'environnement. J'ai suivi les travaux de la loi de modernisation de l'audiovisuel. Donc on demande du service public, il y a du temps d'antenne de libre, il y a les politiques qui disent on va faire bouger les choses.
Donc sur le papier, très bien. Donc là, je rejoins exactement monsieur de l'assaut des rameaux. Bullshit. Beaucoup de discours, et dans les faits, très dur. Très difficile. Donc c'est plus un petit coup de gueule, hein, juste comme ça. Voilà, juste pour vous dire que moi, ça fait 1 an et demi que j'en connais beaucoup plus et que je me suis éveillé sur les problématiques environnementales et sur l'avenir avec un grand A, que c'est une thématique qui me plaît fondamentalement, que je pense que oui, on peut faire du business, c'est-à-dire que la green economy, c'est possible, mais j'ai l'impression qu'on est encore beaucoup dans une surface marketing qui est en train de devenir quelque chose de réellement concret. Voilà. Alors, pour les pouvoirs publics, très simplement, ils devaient, enfin, les élus de la République auraient dû être parmi nous et se sont décommandés un peu en dernière minute pour des raisons évidemment indépendantes de leur volonté. Donc voilà pourquoi ils ne sont pas là. Mais excusez-moi, juste oui, je crois qu'ils sont 577. Hein. Juste à côté. Oui. C'est-à-dire qu'au pire, l'un d'eux se serait déplacé pour représenter ses collègues. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun d'entre eux ne représente pas les 500. Non, mais dans ce cas-là, les 16 autres. Mais en tout cas, le fait est qu'ils étaient invités et qu'ils n'ont pas pu être là. L'idée est quand même d'essayer de travailler ensemble. On les croise les uns et les autres, certains d'entre nous d'ailleurs ont plusieurs casquettes, mais évidemment, l'idée c'est que ces 3 univers travaillent les uns avec les autres quant à les périodes difficiles. Je ne sais pas si tout le monde a réussi ou pas, mais à peu près, ce qui est sûr en tout cas, c'est que tout le monde les a traversées. Donc c'est un peu une période malheureusement que même ceux qui sont plus âgés ont dû vivre pendant un certain temps. Il faut évidemment promouvoir et rendre concrètes ces coopérations et les faciliter. Je vais donner la parole toujours dans le même pardon. C'était dans l'ordre, c'était vous et puis madame. Madame et monsieur. Qui? Ah, oui, pardon, exactement. Allez-y, oui. Bonjour, Didier Corvelec, je dirige le groupe Omendo. On est spécialiste de la formation et notamment de la formation des créateurs et repreneurs d'entreprises. Donc là, nous sommes en train de mettre sur pied un portail e-learning pour former les jeunes entrepreneurs, puisque ça, un des soucis de la création d'entreprise, c'est qu'il y a un taux d'échec relativement important après la création, et qu'il n'y a pas de demande des jeunes créateurs pour se former. Donc on pense que ce portail sera relativement efficace pour former des jeunes entrepreneurs. On a monté ce portail en partenariat avec le réseau des chambres de métiers, donc qui sont des organismes publics et parapublics. Et là, moi, j'avais deux demandes et 2 propositions ou 2 éléments. D'une part, sur un projet innovant, il est relativement difficile de construire un partenariat avec les partenaires publics. C'est-à-dire que le Code des marchés publics est extrêmement restrictif sur ce type de choses. Donc ça serait bien qu'il y ait une ouverture. Vous voyez que le réseau des chambres de métiers est très favorable à ce projet. Mais pour conclure le partenariat, il faut se glisser dans des cases qui sont extrêmement complexes. Et contrairement à ce que vous disiez, l'innovation est possible avec les partenaires publics. Et un autre élément, mais par contre, qui est un élément très positif, et je ne sais pas comment on peut l'exploiter, mais il s'est créé le pacte PME. Je ne sais pas si vous avez suivi cette création. L'objectif est de rapprocher les grands comptes des PME. Donc ça, c'était créé sous l'égide du comité Richelieu. Donc je pense que ça, c'est une initiative extrêmement importante. Et à cette occasion, on a fait reconnaître le réseau des chambres de métiers, donc des partenaires publics, comme un grand compte possible. Donc ça veut dire qu'un partenaire public peut être un grand compte. L'étape suivante, vu les problématiques qui ont été développées dans ce groupe, serait peut-être de faire reconnaître les associations comme des PME. Parce que nous, ça nous a permis en tant qu'entreprise de créer, donc, de bénéficier d'une aide par l'intermédiaire de ce pacte PME, aide qui est donnée par Oseo. Donc Oseo, je pense que vous en avez forcément entendu parler dans la période actuelle. Donc je pense que c'est un système qui pourrait être investi par d'autres structures et peut-être par les associations. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, notre attention avait déjà été alertée sur le fait qu'Oseo avait un peu de mal à reconnaître les filiales associatives comme des entreprises, comme des PME, et les considérer comme membres de grands groupes, ce qui interdisait l'accès à un certain nombre de financements. Donc ça, c'est un vrai sujet qui revient. Et donc, évidemment, on pourrait approcher les responsables d'Oseo pour avancer sur ce sujet. Merci beaucoup.
Cette fois-ci, vous? On essaie, il reste assez peu de temps, on essaie d'être bref et de faire une proposition punchy pour qu'elle soit reprise. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Abdelbazi Touni, je suis président de l'association Ange, avec un J, Association nationale des jeunes entrepreneurs. Je suis l'ancien directeur, cofondateur de l'association des jeunes entrepreneurs de France. Nous avons aussi travaillé avec le Rameau, qui fait un excellent travail. Malheureusement, Jeff, qui a été créé en 2002, non, plutôt 2004, puisqu'au départ, c'était Jeunes Entrepreneurs du Montois. C'est une association qui était très locale à Mantes-la-Jolie, qui avait pour objet d'aider les porteurs de projets. En gros, je ne vais pas rentrer dans le détail, les porteurs de projets issus des quartiers. Ensuite, très rapidement, nous sommes devenus GEF, Jeunes Entrepreneurs de France, parce qu'on recevait des demandes un peu partout, des villes, pour créer des structures similaires à la nôtre. Donc, nous avons décidé de créer des antennes dans les villes où il y avait un besoin. Nous avons eu en tout 4 antennes, puisque Mantes-la-Jolie, qui était au départ le siège, est devenu aussi une antenne. On avait une à Dijon, une à Trappes, une à Gennevilliers. Et nous avions encore plein de projets. Malheureusement, nous n'avons pas eu, je dirais, les financements nécessaires pour pouvoir développer, parce que d'une part, ça coûte cher, et aussi, c'est très difficile d'obtenir des aides au niveau local lorsque vous avez un siège qui se trouve à Paris. Les collectivités sont un peu réticentes à ce niveau-là. Ils ont peur des un peu vases communicants. Ils ont peur que l'argent parte au siège. Donc nous avons rencontré tout un tas de problèmes qui a fait que notre développement a fini par s'arrêter. Et nous avons été obligés de liquider cette association qui était très bien partie. Alors aujourd'hui, moi j'ai repris, si vous voulez, le flambeau parce que j'ai estimé que tout ce que j'avais capitalisé depuis plusieurs années, et vous savez que dans le monde associatif, c'est parfois sur votre très difficile. Pardon, alors moi, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il existe aussi, c'est vrai qu'il existe une concurrence entre l'association et l'entreprise, mais parfois aussi, et ça je l'ai vécu, il existe une concurrence entre les associations elles-mêmes. Et ça c'est un peu triste, malgré qu'on est arrivé, nous, avec une valeur ajoutée sur le terrain. On n'a pas inventé l'eau chaude avec l'accompagnement à la création d'entreprise. Par contre, on avait une véritable valeur ajoutée sur le terrain, puisqu'on travaillait dans les quartiers et pas beaucoup voulaient y aller. Donc, aujourd'hui, moi, je voudrais lancer un appel en disant qu'il y a des structures qui font un véritable travail sur le terrain, parce que nous, on travaille sur le terrain, ça faisait partie aussi de notre valeur ajoutée. Et voilà, ce sont des actions qui méritent d'être aidées. Oui, donc c'est supprimer la concurrence entre les associations. Par exemple, on m'avait demandé, on m'avait demandé, moi, localement, on est venu me voir, je ne vais pas citer de nom ni de structure, mais en me disant, ok, vous pouvez faire de l'accompagnement, mais vous ne faites pas les business plans, par exemple. Bon, écoutez, visiblement, ça mériterait d'être plus long pour être compréhensible. Donc, pardon, mais dans l'ordre, je crois que c'est à vous cette fois-ci. Alors Fatima Bellaredj, Oui. Je suis descendue justement pour avoir un micro, moi. Oui. Donc Fatima Bellaredj, je voulais parler au titre du réseau actif pour l'innovation sociale qu'on a mis en place en Languedoc-Roussillon et intervenir au niveau de l'innovation parce que je pense, enfin, et aboutir à une proposition qui j'espère va faire son chemin ce soir. Le constat aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'innovation sociale, c'est peu en tout cas reconnu. On a parlé hier d'un certain nombre d'initiatives pour faire en sorte que l'innovation sociale soit reconnue. Dans ce que je mène en Languedoc-Roussillon, on accompagne en incubation donc des projets très en amont pour faire reconnaître en tout cas l'innovation au niveau des entreprises sociales. Et la proposition, ça serait de faire en sorte que l'innovation sociale soit reconnue au même titre que l'économie de la connaissance, c'est-à-dire l'innovation
d'innovation technologique, parce qu'aujourd'hui, on a parlé d'Oseo, mais d'un certain nombre de partenaires publics. Et là, il y a vraiment un gros travail à faire sur les représentations, puisque quand on les rencontre, les dispositifs permettent tout à fait de reconnaître l'innovation, j'allais dire, qui n'est pas technologique, mais dans la réalité, ça se traduit très très peu. Et là, il me semble vraiment qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a de plus en plus d'orientations qu'on voit en dehors de la France, qui orientent en tout cas au niveau de l'innovation sociale, et qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on en fasse un leitmotiv, parce que les expériences qui sont données depuis tout à l'heure montrent qu'il faut qu'on arrête d'être dans une situation de demande où on nous renvoie qu'on est en train de quémander, mais bien qu'on ait force de proposition et qu'on peut agir sur le terrain avec la proximité. Voilà. Courte. Monsieur ? Le micro, s'il vous plaît. On constate aujourd'hui qu'il va y avoir énormément d'innovations dans le développement durable, qu'il soit technologique ou social. Que ce soit les entrepreneurs ou les associations qui soient à l'origine paraît normal, mais ce qu'on peut attendre des pouvoirs publics, c'est qu'au-delà de l'aide, il n'y ait déjà pas de frein. On a entendu tout à l'heure parler 2 ans pour agréer une règle. Et moi, il y a un cas qui est clair, c'est qu'on ne fera pas dans le BTP du bâtiment en développement durable sans bâtiment intelligent. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation d'ingénieur en bâtiment intelligent. Il faut quand même savoir que pour approuver une nouvelle formation d'ingénieur, c'est 2 ans que prend le comité d'attribution des titres d'ingénieur. Je veux dire, c'est pas acceptable quand le Grenelle de l'environnement va très vite, qu'on ait un organisme d'État qui prenne 2 ans pour agréer une formation. Donc je crois que ce qu'on peut attendre et que vous pouvez demander, c'est qu'effectivement il y ait la levée de tous les freins qui ralentissent l'approbation des choses qui vont dans le sens du développement durable. Merci beaucoup, sauf si un grand témoin veut intervenir en finale. Serge ? Grenelle qui va très vite, c'est pas le bon verbe. Et justement pour ajouter dans la série des petites panoplies de choses, les mécénats de compétences bien sûr, les produits partage pour les entreprises et pour les associations, c'est vraiment très bien. Nous on le fait avec la Redoute, on le fait avec Pierre Ricot. C'est facile pour une entreprise, c'est assez valorisant pour elle. Vous parliez de retour sur investissement, il y a aussi un objectif de vente et là c'est totalement mesurable. Et puis il y a tout ce qui est la formation, on n'en a pas du tout parlé là, mais c'est vraiment un énorme bloc. Il y a beaucoup d'argent à la fois chez les entreprises, les pouvoirs publics, c'est un bon creuset de développement de coopération et on en a besoin. Microsoft nous fait de la formation gratuite à des outils de l'Internet pour des femmes, on peut le décliner. Il y a plein de choses autour de la formation, donc ça peut être l'objet d'une thématique en soi. Serge, un mot ? Pour vous dire que je suis très impressionné par l'ensemble des interventions, parce que bon, quand on travaille dans un secteur comme l'environnement, l'écologie, quand on est dans une ONG, et comme vous êtes la tête dans le guidon, et chacun a son guidon, et donc là ce matin vous me permettez encore mieux de faire 360 degrés, parce que votre envie de créer, notre envie de créer ce monde de demain, il ne va pouvoir se faire. Alors c'est bien sûr, c'est avec les pouvoirs publics, et le Grenelle de l'environnement a été un inventaire non exhaustif de l'état environnemental d'un pays riche. Et ce qui a été intéressant, c'est effectivement ce pentagone qui a été réalisé entre les différents acteurs qui se méprisaient ou qui se côtoyaient peu, qui soudain ont appris à se parler, voire même s'apprécier. La seule chose que s'il fallait le refaire, il faudrait remettre en amont la représentation parlementaire pour éviter qu'elle détricote ce que nous avons tenté de tricoter. Voilà, donc ce pentagone, il faut qu'il existe. Le président de la République l'avait d'ailleurs dit que pour tous les grands sujets en France, il utiliserait. Et depuis, il a créé plusieurs EPR, en tout cas des projets d'EPR, sans nous-mêmes nous consulter. Et les plans de relance, notamment, ont été très peu verts. Ce que je voulais vous dire, c'est que notre rêve, c'est de créer, notre rêve en commun, quelles que soient nos différences, c'est de créer une société où les produits que l'on va pouvoir fabriquer vont pas entraver l'avenir des générations futures. Est-ce que ce produit, quelle est son empreinte écologique, quelle est son empreinte sociale, quelle est son empreinte équitable, quelle est son empreinte parité homme-femme, quelle est son empreinte droit humain? C'est ça l'avenir. Et nous avons à travailler, à œuvrer ensemble. Merci Serge. Monsieur Dubrac.
Oui, mais quand effectivement, j'ai écouté tous ces témoignages et je me disais que comme un entrepreneur, un président d'association ou un responsable d'association d'insertion, finalement, tout le monde est à la même enseigne. On est toujours tout seul. On est toujours tout seul pour régler tous les problèmes. Même s'il y a énormément de dispositifs, il y a beaucoup de choses écrites, on n'y a pas souvent droit. Et je peux qu'encourager au niveau territorial, au niveau local, le rassemblement des compétences autour des élus locaux, parce que véritablement, il en ressort beaucoup d'avantages sur le plan du réseau, de l'échange des marchés, de l'échange des informations. Et je crois qu'un territoire éco-responsable demain, ça sera un territoire où on se parle et on construit ensemble. Merci. Laurent? Pour ma part, j'adhère bien sûr à tout ce qui a été dit. Quand je vois la grande diversité, à la fois des intervenants, le nombre, parce que souvent quand on intervient dans ce genre de réunion, on se connaît tous, et là c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une vie. Moi je pense qu'aujourd'hui on a des propositions à faire, très construites, où on doit prendre les choses en main. Sur les questions d'emploi, par exemple, puisque c'est quand même aussi à l'ordre du jour et c'est un peu mon secteur, je vois apparaître aujourd'hui des appels d'offres dans des quartiers dits en difficulté pour essayer d'accompagner des gens eux-mêmes dits en grande difficulté. Et c'est des appels d'offres nationaux qui sortent. Moi, j'ai envie de faire une proposition, c'est que sur des grands chantiers, tiens, prenons, il me vient à l'esprit Dalle d'Argenteuil, je ne sais pas si c'est un vrai dossier ou pas, mais est-ce qu'on n'est pas capable, là, de faire des propositions construites sur ce territoire en fonction des acteurs qui y sont, sans avoir à créer des nouveaux contrats, des nouveaux dispositifs, parce que dans ce pays, dès qu'on a un problème, on crée quelque chose. On supprime jamais rien, mais on crée ou une loi ou un contrat. Je pense qu'en ayant une approche projet et en étant plus concerté et en essayant de développer ensemble des choses, on est capable, sur un territoire donné, et il y a des exemples qui ont été donnés ici, de créer du dynamisme, de l'envie de faire, de l'envie de partager, de l'emploi, et donc de montrer qu'il y a à la fois des choses possibles sur le volet environnemental, sur le volet économique, sur le volet emploi, sur le volet du territoire. Et la notion de territoire, aux côtés des élus locaux, aux côtés des entrepreneurs, qui sont parfois eux-mêmes élus, c'est pas un gros mot, doit permettre ce développement. Et moi, j'ai envie de faire ce type de proposition, qu'on sélectionne une douzaine de grands chantiers en France sur lesquels on coordonne nos actions et nos énergies. Donc bientôt des réponses groupées entrepreneurs d'avenir à des appels d'offres publics. Merci Laurent, ça c'est du concret, on reconnaît le bâtiment, c'est du solide. Merci à vous tous, merci de vos idées. Pardon de n'avoir pas eu plus de temps, pardon de ne pas vous avoir offert de responsables publics en pâture, on fera mieux la prochaine fois. En tout cas, nous essaierons de faire passer fidèlement à l'oral rapidement, mais de toute façon à l'écrit l'ensemble de vos propositions aux organisateurs de ces journées. Merci messieurs, merci mesdames et à tout à l'heure.